Je propose qu'on commence tout de même pour respecter le temps imparti. On va laisser personne arriver, mais on va commencer quand même. Donc bonjour à tous, je suis Nader Benmahad, secrétaire général de FEDEN Solutions Numériques, qui est un syndicat de la FEDEN, qu'on va présenter rapidement par la suite. On vous propose un webinaire aujourd'hui pour découvrir les métiers du numérique appliqués à la transition énergétique et écologique. Et on va plus particulièrement expliciter le métier d'automaticien. Donc, pour la bonne tenue du webinaire, je vous invite à veiller à ce que vos micros soient bien coupés et on pourra avoir un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, pour information, le webinaire est enregistré, donc on pourra avoir également un replay qu'on va diffuser par la suite. Et je vais donc laisser la parole dès à présent à Bertrand Nagbor pour introduire ce webinaire. Bon, merci Nader. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc moi je me présente, je suis Bertrand Nagbor. Je suis président de FEDEN Solutions Numériques. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Moi, voilà, je suis très content de faire de faire l'introduction de ce séminaire. Parce que pour avoir moi aussi, car moi aussi, hein, enfin, je fais une formation d'automaticien. Voilà, mon premier emploi était un emploi d'automaticien et j'avais été formé comme ça. Bon, après, derrière, voilà, j'ai eu toute une évolution de carrière dans l'IT et dans la technologie. Mais automaticien est vraiment un très, très beau métier, mais on va le voir après, puisqu'il allie voilà, la technologie à des choses extrêmement concrètes dans l'industrie. Donc, c'est ça qui en fait un métier passionnant. Alors, pour commencer, je vais vous parler de FEDEN, hein, Nader, si on peut aller sur le slide d'après. Donc, la FEDEN, c'est quoi? C'est voilà, c'est une association professionnelle. Alors une association professionnelle, ça sert à quoi, hein? Ça sert à 2 choses, à promouvoir, bah, les métiers de cette association auprès des pouvoirs publics et de promouvoir les métiers de cette association, d'entreprise auprès, voilà, auprès, du grand public. Donc c'est ça, les enjeux, hein. Donc la FEDEN, c'est la Fédération des services énergie et environnement. Ça représente 500 entreprises, hein, dans les métiers, du service, autour de l'environnement et de l'énergie. On parle de petites entreprises, donc de PMI, PME, de TPE, PME, jusqu'à des entreprises, plus grandes, hein, des grandes entreprises et ça représente 60 000 salariés. Donc c'est une fédération quand même d'une taille respectable aujourd'hui. Alors, on a 2 enjeux, on gère, 2 enjeux sur la transition énergétique, dans cette fédération, d'entreprises. Le premier, c'est d'aider nos clients à consommer moins, donc à réaliser des économies d'énergie et aider nos clients à faire, voilà, à faire la transition, hein, donc de la transition énergétique depuis des énergies fossiles vers des énergies renouvelables et de récupération. Donc des énergies, décarbonées pour améliorer le mix énergétique et donc notre rôle, hein, c'est d'accompagner tous nos clients à, décarboner leur mix énergétique et de consommer moins. Alors pour ça, hein, on a, un outil qui est très important en France, hein, qui est le contrat de performance énergétique, hein. Le contrat de performance énergétique, ça permet, hein, entre, un client et une société, de la FEDEN, de faire un contrat où tout le monde va être gagnant. C'est-à-dire qu'on se fixe des cibles de performance énergétique et si la cible, est donc nous, société, de la FEDEN, on sera rémunéré si on atteint cette cible et si on dépasse cette cible, les gains seront répartis entre le client et nous. Donc c'est vraiment un outil, un levier très important, hein, ce contrat de performance énergétique pour tout ce qui est chauffage et climatisation pour atteindre des cibles ambitieuses, de performance et de gains, aussi bien donc de gains financiers que de gains carbone, hein, puisqu'effectivement le moins on consomme, le moins on va consommer de carbone, émettre de carbone. On peut aller au slide suivant, Nader. Donc, dans ces 60 000 salariés, en fait, et je pense que ça regroupe vraiment toute la profession, hein, voilà, il y a vraiment un point commun, c'est vraiment ce côté utilité.
Voilà, quand on rentre dans cette branche, hein, on a un sentiment d'utilité à la fois pour la planète, donc là j'en ai parlé, puisqu'on est vraiment acteur de la transition énergétique et c'est pas un vain mot, hein, c'est vraiment quelque chose que ressent chaque membre, de cette fédération. Et ensuite utile pour, voilà, pour les entreprises, parce qu'effectivement les entreprises sont nos clients et pour les clients de nos clients, puisque effectivement les clients de nos clients, c'est en général, c'est finalement, tous les citoyens. Quand vous entrez dans une piscine, quand vous êtes dans un bâtiment, d'habitation, quand vous êtes, dans un lycée, dans un collège, voilà, vous très gé de façon générale, hein, voilà, derrière, il y a une société, de la FEDEN qui opère et donc finalement, hein, c'est une branche d'activité qui a comme client final, hein, finalement toute, l'intégralité, de la société, donc ça profite à tous les citoyens. D'ailleurs alors, c'est une fédération, enfin, c'est une branche d'activité qui a vraiment, là, depuis quelques années, pris le virage de la transformation numérique. C'est quelque chose alors le métier, d'automaticien existe depuis très longtemps, donc puisque depuis très longtemps, on sait piloter des installations industrielles, grâce à des automatismes. Mais ce métier-là et tous les métiers, hein, de ces sociétés évoluent beaucoup. Puisque maintenant, on est capable aujourd'hui, grâce à la technologie, donc de non seulement piloter, d'avoir des organes de pilotage grâce aux automatismes, mais aussi de piloter à distance et de récupérer de la donnée tout en ayant connecté les sites de nos clients à des systèmes centraux. Donc cette connexion, cette collecte de données va avoir plusieurs objets, hein, plusieurs, objectifs. C'est d'être capable de pouvoir piloter à distance toutes ces installations, de ne pas être forcément sur site, de pouvoir envoyer des ordres, des ordres, de mettre à jour, des lois de régulation. Tout ça, c'est aujourd'hui possible grâce à la technologie de le faire à distance, mais aussi grâce à la collecte de données de pouvoir traiter ces données et y mettre davantage d'intelligence. Donc davantage d'intelligence, donc les 2 intervenants suivants vont pouvoir parler de tout ça avec, des systèmes centraux, être capable de faire des tableaux de bord, de mettre en place des algorithmes centralisés. On va parler de edge computing et cetera. Donc tous ces sujets de technologie qui sont possibles grâce à la collecte de données que ces systèmes connectés permettent de mettre en place. Donc on est aujourd'hui, hein, sur une industrie qui est vraiment dans cette ère de la transformation numérique, tout en étant toujours, hein, je le répète, dans la transition énergétique. S Voilà et donc tout ça, hein, c'est un peu ma conclusion, c'est de dire que la technologie, la transition énergétique fait qu'on est dans un secteur qui est vraiment passionnant. Donc là, c'est vraiment un secteur qui a du sens, hein, et effectivement les gens qui nous rejoignent, qui sont en quête de sens et on l'est tous, trouvent leur sens, hein, dans cette industrie, puisqu'on allie l'intérêt technologique, hein, et l'intérêt, sociétal. Et on a en plus, hein, toute une myriade d'interactions, aussi bien avec, voilà, des exploitants sur des installations, mais aussi, nos clients, les sphères, du commerce. On est vraiment aujourd'hui les métiers de la technologie dans les services énergétiques sont vraiment des métiers qui sont devenus cœur, hein, c'est plus des métiers support comme on pouvait le dire avant. On est devenu cœur dans ces métiers-là, avec une nécessité de bien comprendre, hein, tous les enjeux de process, hein, de process industriels ou de process autour, des métiers du chauffage et de la climatisation. Et ça en fait effectivement un travail d'équipe, hein. On est vraiment au cœur d'équipe et je pense que c'est ce que nos 2 intervenants, vont pouvoir expliciter de tout ce qui fait l'intérêt de ces métiers de la technologie au sein des services énergétiques.
Alors, c'était pas ma conclusion et effectivement ma conclusion elle est là. Donc c'est un secteur qui recrute beaucoup. Alors on a 4 000 postes à pourvoir par an, on n'arrive pas à pourvoir aujourd'hui, tous les postes, hein, donc c'est un métier dit, en tension, donc voilà, on a be voilà, c'est un métier où effectivement, vous aurez fait, le bon choix si vous vous engouffrez dans ces métiers-là, puisque effectivement il y a du travail. Parmi ces postes, beaucoup de postes, hein, sont pourvus après une période d'alternance et cette alternance, c'est quelque chose, voilà, que l'on promeut aussi beaucoup au sein de la FEDEN, puisque c'est un magnifique moyen, pour vous faire entrer, dans ces métiers-là en douceur, de pouvoir apprendre, sur le terrain, au contact de professionnels, hein, qui vous encadreront. Donc aujourd'hui, on a 1 500 contrats en alternance pour 4 000 postes à pourvoir par an. Donc c'est un gros tiers qui passe par là. Le fait que c'est un métier en tension, hein, fait qu'on est majoritairement, sur des contrats en CDI, donc ce qui est aussi quelque chose, de très attrayant. Donc voilà, donc c'est avec beaucoup, d'entreprises qui recrutent sur tout le territoire, hein, donc c'est pas telle ou telle région, c'est pas qu'un métier de la région parisienne du tout. Donc c'est un métier que vous pouvez exercer sur tout le territoire français et à l'international aussi. Merci beaucoup Bertrand pour cette cartographie du secteur. On voit bien que c'est un secteur, comme tu l'as dit, qui est très dynamique, avec une vision de la technicité, de l'innovation, du contact humain également. Donc, très intéressant d'avoir ton retour sur cela. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec l'intervention de Nadir Benchaban, qui va pouvoir détailler son retour d'expérience. Alors, ton micro est coupé, Nadir. Effectivement. Oui, donc merci Bertrand, vous avez très bien introduit le sujet. Donc moi, c'est Nadir Benchaban, j'ai 28 ans, je suis ingénieur efficacité énergétique chez MJ Solutions. Donc j'ai eu diverses expériences. Aujourd'hui, je suis chez MJ Solutions. Donc le métier de l'efficacité énergétique, c'est un métier qui est super intéressant et puis qui est assez complet. Donc tout d'abord, pour faire ce métier, moi je vais vous présenter mon parcours scolaire. Donc je suis issu d'un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une licence d'ingénierie mécanique, puis un master en sciences pour l'ingénieur en énergétique et environnement. Donc durant ce master, ça m'a permis du coup d'acquérir toutes les compétences, on va dire théoriques et techniques en lien avec mon métier. Ensuite, j'ai complété ce master-là par un master spécialisé. Donc, c'est sur un an, ça intervient après un bac plus 4 ou un bac plus 5. Et ça permet du coup de compléter sur des notions un peu plus opérationnelles, un peu plus propres au milieu de l'entreprise. Donc, voilà. Ensuite, donc au niveau de mon parcours professionnel, donc effectivement, Bertrand avait parlé d'alternance. Donc, je recommande fortement cette voie, puisque à moi, elle m'a permis du coup de m'introduire assez rapidement dans le milieu de l'entreprise, puisque durant mon master, j'ai fait une alternance de 2 ans au site de PSA Poissy. Donc, c'est des lignes de fabrication automobile. Ça m'a permis du coup d'apprendre à connaître le métier de l'industrie, d'apprendre à connaître les besoins de l'industriel, par exemple. Ensuite, j'ai complété un an de l'alternance donc au sein du groupe Veolia en tant qu'alternant efficacité énergétique. Et donc, c'est là où j'ai aussi effectué ma première expérience professionnelle dans l'énergie. Et du coup, depuis, j'y suis resté et ça m'a beaucoup plu. Au niveau de mes expériences professionnelles, donc en CDI cette fois, donc suite à l'alternance que j'ai effectuée chez Veolia, j'ai pu avoir l'opportunité de réaliser 2 missions dans une boîte de conseil. Donc ça a été des missions dans un bureau, dans des bureaux d'études conseil en efficacité énergétique. Donc c'est là également où j'ai pu approfondir encore plus mes compétences techniques, mais aussi toutes les compétences qui sont nécessaires au milieu professionnel, hein, donc la communication, tout ce qui est rédactionnel, etc.
Et enfin, je suis arrivé chez NJ Solutions en 2020, donc en tant qu'ingénieur efficacité énergétique, et j'y suis depuis 2 ans et demi. On peut passer. Voilà. Donc, les compétences que j'ai acquises. Donc, je suis désolé, il y a un peu de texte, mais ça permet d'aller un peu plus dans le détail. Et puis, si vous avez, si vous avez besoin du coup de la présentation, voilà, ça vous permettrait de compléter et puis d'avoir plus de détails après ce webinaire. Donc, les compétences, moi, que j'ai acquises en milieu scolaire et qui me sont utiles à mon métier tous les jours. Donc, bien sûr, la physique-chimie, puisque on étudie des systèmes de transformation d'énergie. Donc, tous les cours de thermodynamique, de mécanique des fluides, de combustion, c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Et nous, on les applique pratiquement au quotidien. Les mathématiques informatiques, donc là, c'est pour aller un peu plus loin. On apprend effectivement à raisonner en termes d'algorithmie. On peut aussi créer des petits modèles pour simuler des machines thermiques. Et puis finalement, donc toutes les utilisations des outils informatiques, hein, donc à savoir Excel, Word, etc. On utilise au quotidien. Donc le français qui est aussi important, hein, puisqu'il faut rédiger des documents clairs et sans faute d'orthographe. Et enfin, l'anglais aussi, donc en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, ou même aujourd'hui un peu partout, on peut se retrouver à parler avec des clients qui sont étrangers. On peut également être amené à lire des documents qui sont en anglais, donc il est important aussi de bien pouvoir les comprendre et de bien pouvoir aussi s'exprimer. Donc les compétences que j'ai développées dans le métier. Donc les compétences techniques, donc le métier d'ingénieur efficacité énergétique, c'est un métier qui s'apprend enfin comme tout métier, hein, c'est l'expérience qui nous permet d'avancer, d'en savoir toujours plus dans notre métier. Et en arrivant en tant qu'ingénieur efficacité énergétique junior, on va dire, ben forcément, on n'aura pas connu toutes les installations. Il y a des particularités propres à chaque site, propres à chaque design. Donc, c'est un métier qui s'acquiert avec le temps. Donc, pour moi, les compétences que j'ai acquises, c'est le fonctionnement des installations de production et conversion d'énergie. Donc, comprendre comment fonctionne une chaudière, comprendre les différents moyens, les différentes configurations de chaudière, les différentes technologies qui peuvent exister au sein d'une chaudière. Tout pareil pour les centrales de traitement d'air. Donc, il y a différents types de centrales de traitement d'air, différentes technologies, les compresseurs d'air, les groupes frigo. Donc, l'ingénieur efficacité énergétique aussi, c'est un métier qui touche à plusieurs systèmes de conversion d'énergie. Après, c'est vrai qu'effectivement, on peut aussi avoir parfois des petites appétences sur certains types d'équipements. Mais voilà, moi, à travers mon expérience, j'ai été amené à étudier tout cet ensemble d'installations. Ensuite, donc j'ai acquis aussi des notions en informatique et plus particulièrement aujourd'hui dans le digital. Donc, comme disait Bertrand, aujourd'hui, on collecte de nombreuses données. Ces données-là, elles nous permettent de déployer des solutions digitales, de suivre des indicateurs de consommation, mais aussi de performance. Donc, il faut apprendre à comprendre en fait l'architecture de la collecte et de la restitution de ces données-là. Enfin, les compétences rédactionnelles. Donc, il faut réussir aussi à synthétiser l'information puisqu'on rédige des rapports d'études, des comptes rendus d'audit. Au niveau de la communication orale, il faut pouvoir s'exprimer, faut pouvoir être à l'aise en public puisqu'on est amené aussi à présenter lors de réunions des études techniques. On est amené aussi à gérer des relations avec les clients. Donc, le langage professionnel est aussi une compétence que j'ai pu développer lors de mes années d'expérience. Et enfin, donc, la gestion de projet. Donc, voilà, il faut toujours être alerté et maîtriser donc, toutes les notions de qualité, coût, délai pour être performant aussi au quotidien sur la gestion de nos projets. On peut passer à la slide suivante.
Donc voilà, là je vous présente un exemple de mission réalisée. Donc ici, on a cherché à optimiser des installations d'air comprimé. Donc chez un client industriel. Donc l'air comprimé chez un client industriel, il peut servir à plusieurs choses, à actionner des vannes pneumatiques, donc sur certains process. Il permet aussi potentiellement d'actionner des machines tournantes telles que des visseuses ou autres types de machines. Donc là, dans pratiquement chez tout industriel, on va retrouver des machines, donc des groupes d'air comprimé. Et on va dire que la consommation d'air comprimé représente entre 10 et 15% de la facture d'électricité d'un industriel. Donc c'est un poste de consommation qui est assez important. Ça coûte ça coûte assez cher de produire de l'air comprimé. Et puis donc sur des installations d'air comprimé, il y a toujours des améliorations à faire, que ce soit au niveau des fuites, que ce soit au niveau de la recherche de meilleures performances des compresseurs. On peut récupérer la chaleur d'air comprimé. Bref, il y a tout plein d'améliorations qu'on peut apporter à nos systèmes de production. Et donc là, je vais vous parler d'une optimisation qu'il est possible de faire dans le cadre de mise en place d'un automatisme, donc en lien avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est plusieurs compresseurs. Donc, à chaque compresseur, finalement, on met en place un compteur. Donc, ce compteur, il va mesurer la puissance électrique consommée par compresseur. Et puis, on associe aussi à ces compteurs-là une mesure de production d'air comprimé. Donc, un débitmètre qui est tout à droite, à côté de la petite usine. Donc, on va chercher à collecter cette donnée en temps réel. La collecte, elle peut se faire de plusieurs manières, hein, en filaire ou aussi en radio. Aujourd'hui, on est en mesure de collecter donc des données en temps réel via des systèmes radio, donc sans fil, et puis de les envoyer via une passerelle, donc sur le cloud. Donc le cloud que vous utilisez aussi au quotidien, hein, dans vos smartphones, etc. Et nous, donc, on est capable du coup d'aller se connecter sur ce cloud et récupérer les informations donc, de consommation des compresseurs d'air. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces données-là, on va chercher à les analyser. Donc, ça se fait simplement au bureau, donc sur notre ordinateur. On va afficher les performances des compresseurs donc, pour exprimer leur rendement, donc, qui est en wattheure par normomètre cube. Donc, chaque compresseur aura finalement une performance, mais cette performance, elle s'exprime en wattheure par normomètre cube. Donc, ça correspond à la quantité d'énergie consommée pour produire un normomètre cube d'air comprimé. Donc, plus cette quantité d'énergie est faible, et plus le compresseur est performant. C'est un peu similaire au litre par 100 sur les véhicules. Donc, moins le véhicule consomme d'essence au 100 km, plus le véhicule est économique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va analyser les modes de fonctionnement des compresseurs. Donc, dans la petite partie choix des machines à engager suivant leur performance, on va dire que pour un besoin qui est compris entre 0 et 2500 normomètres cubes, on a identifié que le compresseur, donc numéro 5, là, ce que vous pouvez voir, le 0001, en fait, c'est du binaire. Ça veut dire que le compresseur 1 est éteint, le compresseur 2 est à 0, le compresseur 3 est à 0, le compresseur 4 est à 0 et le compresseur 5 est à 1. Donc, ça permet d'afficher les configurations. Et puis, donc, on va dire que c'est le compresseur 1 qui est le plus performant sur cette plage-là de 0 à 2500. De 2500 à 3000, donc, c'est le compresseur 4 et 5 qui sont les plus performants pour cette plage de fonctionnement. Et ainsi de suite. Donc, de 3000 à 3500, ça reste toujours le compresseur 4 et 5. On pourrait se dire que c'est le compresseur 1 et 5, sauf que nous, dans l'analyse de données qu'on a faite, c'était le 4 qui était plus performant que le 1. Donc, on essaie de forcer la règle au compresseur 4. Pour le compresseur 3005 à 4000, donc, on est toujours sur du 1-1. Et puis ensuite, on peut avoir aussi d'autres configurations qui font intervenir donc
le compresseur 1, le compresseur 2 et toujours le compresseur 5. Donc en fait, tout ça pour vous dire que nous, à travers l'analyse des données, on va être en mesure de vous fournir on va être en mesure de fournir des règles de conduite à l'automaticien pour qu'il puisse finalement prendre en compte nos analyses et automatiser la conduite des compresseurs d'air et donc assurer la garantie des économies d'énergie. Donc une fois que les automates sont configurés par rapport aux règles de conduite qu'on a fournies à l'automaticien, on va ensuite chercher à mesurer les économies, toujours par exemple dans le cadre d'un CPE tel que l'avait précisé Bertrand avant, pour identifier si on a fait des économies, donc si on a été performant ou non, et donc potentiellement se partager des gains ou avoir du malus également. Donc on peut passer à la slide suivante. Dans cette slide, je vous présente un exemple de mission aussi que je réalise au quotidien. Donc, c'est la mise en place de solutions de suivi de consommation énergétique. Donc, pourquoi on met en place ces solutions-là? C'est pour mesurer, suivre et analyser les performances énergétiques des bâtiments ou des sites industriels. Donc, en fait, là, je vous présente un tableau de bord qui a été déployé chez un client pour suivre ses performances. Donc, la plateforme que vous voyez, donc elle affiche des indicateurs de consommation d'énergie. Donc, on lui affiche quand il est dans le vert ou quand il est dans le rouge en fonction de sa consommation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui configure ces visuels pour le suivi de ces indicateurs, hein. Ces visuels, ils peuvent être sur mesure. Donc, on les construit directement avec le client. On lui permet de visualiser donc ces indicateurs de consommation au moyen de la page que vous voyez. Donc, il faut qu'elle soit la plus attirante, on va dire, possible. Et il faut qu'elle corresponde aussi aux besoins du client. Et puis, on va aussi être capable de l'alerter sur ces dérives de consommation pour qu'il puisse agir rapidement, efficacement, et puis pour que finalement les dérives de consommation, elles ne durent pas dans le temps et donc qu'ils puissent maintenir un niveau de performance souhaité. On peut passer à la slide suivante, Nadia, s'il vous plaît. Donc, la valeur ajoutée de mon métier, c'est un métier qui permet de développer des compétences sur de nombreux sujets, qui est assez transverse. Donc, comme je l'ai dit, hein, on peut agir sur du digital. On découvre au quotidien des procédés de fabrication lors de visites d'usine. Donc, pour toutes les personnes curieuses qui aiment apprendre des nouvelles choses, c'est parfait. Et puis aussi de nouvelles technologies, donc en lien avec les évolutions du coup qui existent sur tous les métiers, hein, que ce soit le digital, que ce soit l'informatique, tout. Ce métier, il a, comme l'avait dit Bertrand aussi, il a un fort impact sur la réduction des gaz à effet de serre et les enjeux climatiques et environnementaux. Donc, on est vraiment acteur de cette transition énergétique et puis on le sent au quotidien lorsqu'on mesure des économies, lorsqu'on estime des quantités de CO2 économisées. Mon métier, il me permet aussi de comprendre et prendre conscience de l'environnement qui m'entoure et donc c'est très important aujourd'hui qu'on soit conscient finalement de comment fonctionnent les choses autour de nous, qu'on soit conscient de l'impact que nous, on peut avoir sur le fonctionnement des machines qui sont autour de nous, sur tout l'aspect également impact environnemental du coup qu'on peut avoir. Et enfin, il me permet aussi de partager des connaissances auprès des clients en les renseignant, en leur informant, en leur donnant de l'information aussi, mais aussi également au sein de mon entourage pour sensibiliser mes proches sur l'usage des énergies. Merci Voilà. beaucoup, Nazir, pour cette intervention qui était très intéressante, hein. Vous avez l'air de ne pas vous ennuyer dans votre métier avec une grande diversité, si je comprends bien, sur les missions réalisées. Et j'imagine que ça vous C'est ça. permet d'en apprendre tous les jours. C'est ça. Et puis chaque mission est un peu différente en fonction
en fonction de l'industriel qu'on a en face de nous, en fonction des personnes aussi, des clients qu'on a en face de nous. Donc c'est vrai que chaque mission est différente et c'est ce qui rend aussi les choses intéressantes. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On va passer à présent à Julien Châtel qui va nous détailler son parcours en tant qu'automaticien, parce que Julien est du coup automaticien. Donc, bonjour à tous, donc moi c'est Julien Châtel, je suis automaticien au sein de l'entreprise CRAM. Je vais vous présenter mon métier et on va faire le lien avec le métier de Nadir pour voir qu'en fait les deux sont liés, qu'on ne peut pas faire forcément d'automatisme sans analyser les données derrière. Et voilà, je vais vous expliquer mon parcours professionnel dans un premier temps. Je crois que c'est écrit sur la slide après. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mon parcours scolaire et professionnel, comment je suis arrivé à la CRAM pour être automaticien, les principales compétences de mon métier, mes missions au quotidien, et je vais vous présenter du coup 2 projets sur lesquels j'ai travaillé pour du coup illustrer toutes ces missions. À la fin, je vais conclure sur le rôle d'un automaticien, le rôle qu'il a du coup dans toute cette gestion de l'énergie. Donc moi, mon parcours scolaire, j'ai commencé par un bac STI 2D que j'ai fait en 2017. Donc ouais, il existe encore, il me semble, le bac STI 2D, même si ça a beaucoup bougé, avec l'option énergie-environnement. À l'issue de ça, j'ai fait un DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Cachan. Donc je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs le DUT GE2I, ou maintenant je crois que c'est le BUT. J'ai pu voir dans ce domaine, on va dire l'informatique de manière générale, la programmation, l'automatisme, etc. Mais arrivé en deuxième année, je ne savais pas forcément quoi faire après. Sauf que pour valider ce diplôme, je devais réaliser un stage. Donc la CRAM s'est présentée à mon école. Il y avait une présentation de beaucoup d'entreprises qui cherchaient des stagiaires. Et par curiosité, j'ai fait un entretien chez CRAM. J'ai été pris et j'ai découvert là le métier d'automaticien, mais de la gestion technique du bâtiment. Donc après ce stage, j'ai réalisé une alternance chez la CRAM, donc une licence SARI, une licence professionnelle qui se réalise en 1 an. Donc SARI, ça signifie système automatisé, réseau et informatique industrielle. Donc ça va dans la suite logique du DUT que j'ai fait précédemment. Et à la fin des 1 an, j'ai été embauché chez CRAM. Donc ça rejoint ce qu'a présenté Bertrand au tout début sur l'embauche et l'alternance. C'est aussi une manière d'entrer dans une entreprise que je recommande parce que quand on est à l'école, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et des fois, on va sortir de l'école avec 0 expérience professionnelle et on arrive dans le monde du travail comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Donc l'alternance, c'est vraiment un bon domaine pour se former dans le monde professionnel, hein. Moi, je le recommande. Et on peut voir que maintenant, en 2022, je tends vers chargé d'affaires GTB. Donc, c'est l'évolution, en fait, après automaticien, hein. C'est de gérer des affaires de A à Z et ne plus être le simple exécutant automaticien. On peut passer à la slide suivante. Donc, le métier d'automaticien, je pense que pour la plupart des gens ne connaissent pas l'automaticien GTB, qui signifie gestion technique du bâtiment. De base, quand on parle d'un automaticien, on pense tout de suite à une usine, une chaîne d'assemblage, une usine automobile, etc. Et du coup, c'était mon cas, hein. Et du coup, il y a aussi un deuxième métier qui prend vraiment une part importante aujourd'hui, c'est l'automaticien dans la gestion technique du bâtiment, donc dans le tertiaire, les collectivités territoriales, donc les écoles, les lycées, il y a aussi les bailleurs sociaux, donc les immeubles de manière générale, hein, des parcs comme des bailleurs sociaux comme Paris Habitat, etc., qui ont un suivi de l'énergie et qui ont des régulations optimisées. Moi, je vais forcément plus vous présenter la partie GTB parce que l'industrie, j'ai jamais travaillé, je l'ai étudié principalement à l'école. Donc, je vais vous présenter la partie GTB. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la licence que j'ai réalisée, la licence SARI, il voit aussi l'impact de la gestion technique du bâtiment, c'est-à-dire que la licence a de base été créée pour des métiers de l'industrie.
Et depuis 3 ans, la part de la GT, enfin, des alternants en GTB, on arrive à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a moitié d'étudiants sur cette licence qui sont en alternance dans des entreprises de l'industrie et la moitié dans la GTB. Et la tendance s'inverse, c'est qu'on commence à avoir plus d'alternants dans des entreprises de gestion technique du bâtiment que d'industrie. Donc, c'est vraiment un métier qui est en plein essor, quoi. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, les principales compétences techniques d'un automaticien. Donc, ça vaut pour les deux types d'automaticiens. Donc, en premier, on retrouve la programmation. On va programmer un automate, programmer différents équipements. Après, la programmation, de manière générale, il y a énormément de protocoles, de langages. Dans l'automatisme, on en retrouve 4. On retrouve le langage structuré, qui sont ligne de code par ligne de code. On retrouve le langage à contact qu'on appelle ladder. Alors, je crois que c'est plus trop utilisé, hein, ça, à mon avis, c'était vraiment utilisé sur le début de l'automatisme. On retrouve le langage GraphSet. Donc, c'est un langage, en fait, qu'on appelle étape transition. Donc, on réalise une action, on attend une condition suivante pour réaliser une autre action. Et le dernier, c'est le bloc fonctionnel. Donc, on va utiliser différents blocs qui vont réaliser des fonctions mathématiques, etc., en fait, pour réaliser notre programme. La deuxième compétence d'un automaticien, c'est la communication des réseaux de terrain. Donc, l'automatisme, il y a plein de réseaux de terrain qui sont utilisés. Donc, un réseau de terrain, ça permet de communiquer avec des équipements qui ne se trouvent généralement pas dans le local technique sur lequel l'automate est posé. Par exemple, on va avoir un automate dans une chaufferie, donc qui va gérer le chauffage du bâtiment. Et après, on peut aussi avoir une CTA, donc une centrale de traitement d'air, pour renouveler l'air du bâtiment ou le chauffer. Et ça, on peut communiquer avec ces deux équipements et on peut passer par différents protocoles de communication pour établir la communication entre ces deux équipements. Donc, je ne peux pas faire une liste complète de tous les protocoles de tous les protocoles de communication qu'on retrouve dans l'automatisme, mais les plus connus sont le Modbus et le BACnet. Et après, on a aussi le KNX qui permet de réaliser des régulations qu'on dit terminales. Donc, par exemple, dans chaque pièce d'une école, on peut piloter chaque pièce indépendamment d'une école. L'automaticien, du coup, la quatrième compétence, donc ça, c'est propre à la GTB, donc c'est connaître les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, donc la CVC. Et ça, c'est un truc je crois qu'il n'existe pas de formation à l'école où on peut devenir automaticien et apprendre ses connaissances en même temps. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils avaient des difficultés à recruter, c'est que sortir de l'école sans faire d'alternance et avoir le bagage CVC plus automatisme, ça reste très compliqué, voire impossible. Donc cette partie-là, la CVC, moi je l'ai appris clairement à la CRAB, hein, je l'ai appris dans mon entreprise. L'école, on a vu 2-3 systèmes en théorie, mais c'est vraiment en étant sur le terrain. Pareil, j'ai même fait des formations brûleurs alors que c'est pas forcément mon métier, mais plus pour comprendre le fonctionnement de tout ce qu'on va piloter. On peut voir sur le schéma que vous avez derrière ce qu'on appelle un schéma synoptique d'une chaufferie. Donc moi, la première fois que je suis arrivé dans l'entreprise, on m'a montré ce schéma. Je pense que c'est comme vous actuellement, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et donc du coup, en fait, ça représente tous les équipements de la chaufferie. On peut voir qu'il y a 4 chaudières, non même 5 chaudières, qu'on a des pompes à piloter, etc. Et toutes ces informations-là, toutes ces compétences, on les acquiert sur le terrain et avec de l'expérience. À part bien entendu, si on a pu faire une formation avant, qui nous a une formation sur la CVC. Mais globalement, si on veut être un bon automaticien, il faut savoir et comprendre les éléments qu'on va piloter derrière. Donc, si on ne sait pas comment fonctionne une chaudière, on ne sait pas comment fonctionne une pompe, on ne sait pas comment, lors de fonctionnement de tous ces éléments, on ne pourra jamais piloter une installation et derrière faire de la performance énergétique. Après, on retrouve l'informatique de manière générale, donc le pack office, maîtriser Excel, maîtriser Word, etc. Parce qu'on a aussi des rapports à fournir, des analyses fonctionnelles à réaliser, des listes de points. Aussi tout ce qui est communication IP, donc le réseau de manière générale. Bon, après, généralement, si on fait une formation dans l'automatisme,
ça reste quand même une base à avoir, hein. On va pas pousser très loin tout ce qui est réseau IP, etc. Mais des bases qui nous suffisent à réaliser notre métier. Et bien sûr, l'anglais. Alors moi, contrairement à Nadir, je ne communique pas avec des clients en anglais, etc. Mais par contre, toutes les documentations techniques sont quasiment en anglais, hein. On arrive sur un site, un équipement qu'on ne connaît pas, on doit le faire fonctionner. On cherche sur Google la référence. Trois quarts du temps, la documentation est en anglais, donc maîtriser l'anglais technique. Et après, du coup, on peut avoir aussi, comme j'ai mis sur le PowerPoint là, une faculté d'analyse, la curiosité et l'autonomie. L'automaticien travaille souvent seul, hein, c'est-à-dire que nous, on arrive en fin de travaux quand les monteurs ont mis en place les chaudières, l'électricien a fait son travail. Nous, on arrive à la fin, on met la cerise sur le gâteau, on met notre automate et notre programme et tout doit partir. Donc, c'est beaucoup d'autonomie, beaucoup de curiosité parce que bah, dans une chaufferie, des chaudières, il y en a beaucoup. Enfin, des types de chaudières, il y en a beaucoup. Des références de chaudières, il y en a beaucoup. Et c'est jamais le même paramétrage à faire, le même fonctionnement. Donc, tout ça, c'est vraiment des compétences à avoir et après qu'on acquiert avec le temps, hein. On peut passer à la slide suivante. Donc, mes principales missions, donc en rapport avec les compétences que j'ai énoncées précédemment. Donc, d'abord, c'est est-ce qu'on va travailler sur des travaux neufs ou de la rénovation? Donc, sur les deux cas, de façon dont on peut faire une performance énergétique, hein. C'est pas parce qu'on ne rénove pas toute la chaufferie que derrière, on va pas faire des économies. Au contraire, je pense que c'est sur les plus vieilles installations où il n'y avait aucune régulation derrière qu'on réalise des grosses économies. Après, c'est en fonction des budgets des clients, etc. Après, du coup, c'est prévoir un planning du projet, donc pour s'organiser, la phase d'étude, la phase de réalisation et la phase de réception du chantier. Donc, dans un premier temps, bah, on va visiter le chantier. Il faut savoir sur quoi on va travailler. Donc, on va visiter le chantier, donc réaliser l'étude. Donc, par exemple, sur une chaufferie, combien de chaudières on va piloter? Est-ce qu'elles vont être changées? Si oui, ce sera quoi les nouvelles chaudières qu'on aura derrière? Parce que tout ça, ça influe sur le fonctionnement qu'on va définir et sur le pilotage de l'installation, sur l'automate qu'on va mettre, sur les capteurs qu'on va récupérer et les actionneurs qu'on aura derrière. Donc, la visite du chantier est quasiment indispensable, quasiment indispensable au projet. Après, on a la première phase d'étude et de conception. Donc, si on a une communication avec différents équipements, quelle sera l'architecture du réseau? Est-ce qu'on passe par exemple par tous les équipements réseau qui sont déjà disponibles dans le bâtiment? Est-ce qu'on doit tirer des câbles Ethernet? Est-ce que déjà ce sera une communication Ethernet ou du Modbus? Donc tout ça, voilà, c'est de l'étude et des validations à faire. Après, on a la création de l'analyse fonctionnelle et de la liste de points. Donc l'analyse fonctionnelle, ça décrit le fonctionnement de l'installation. En gros, ça décrit le fonctionnement du programme que nous, on va mettre dans l'automate pour que le client puisse exploiter son installation. C'est-à-dire que si on lui charge un programme et que c'est censé fonctionner tout seul, mais lui, il ne sait pas comment, il ne sait pas que telle consigne va agir sur les chaudières, telle consigne va agir sur tel réseau de chaleur, etc. C'est pas possible. L'analyse fonctionnelle, c'est indispensable. C'est là où il faut être très rigoureux sur la rédaction de l'analyse fonctionnelle. Donc bien la rédiger, qu'elle soit claire. Et une analyse fonctionnelle, je suis censé par exemple moi vous faire lire une analyse fonctionnelle, et vous êtes censé la comprendre. Donc c'est pas besoin forcément d'être dans le domaine pour la comprendre. Elle doit être simple, claire et fonctionnelle, quoi. Après, on définit la liste de points. Donc là, c'est la liste de points, c'est tous les capteurs et actionneurs qu'on va mettre sur notre automate. Donc tous les capteurs qu'on va avoir besoin pour piloter l'installation, mais aussi par exemple pour faire du suivi de performance. Tout ce qui est compteur d'énergie, compteur d'eau froide, etc., on va les reprendre sur l'automate. Et du coup, après, on pourra les mettre à disposition sur différentes plateformes et avoir derrière des analyses de consommation, créer des indicateurs, etc. Et une fois que du coup, bah, on a défini tout le matériel, on a dimensionné notre matériel, on lance la commande auprès des sous-traitants et du fournisseur. Et après, on réalise la programmation ou la supervision d'installation. Donc là, la programmation, une fois qu'on a fait notre analyse fonctionnelle, on vient réaliser le programme derrière. Donc en fait, c'est notre base, hein. On sait comment on va programmer puisqu'on a fait une analyse fonctionnelle.
Et après, du coup, on vient mettre en service généralement avec un électricien. C'est-à-dire que lui, il a câblé tout ce qu'on lui a demandé de câbler sur notre automate. Et nous, on vient vérifier point par point si du coup tous les actionneurs fonctionnent, tous les capteurs fonctionnent, ils sont bien câblés, et tester du coup notre programme, voir si la chaufferie, pour le cas d'une chaufferie, fonctionne correctement selon notre analyse fonctionnelle. Et après cela, on va faire valider les travaux par le client, hein. On va lui montrer tout ce qu'on a fait, et s'il valide, il est content et il nous paye. Donc voilà, donc je sais plus la slide d'après, par contre, si on peut passer pour voir si j'ai d'autres choses à dire. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter deux projets concrets. Donc le premier, c'est un projet réalisé sur la ville de Palaiseau. Donc là-bas, le but c'était de réaliser 34% d'économie d'énergie sur le chauffage sur une dizaine de bâtiments communaux, donc quasiment que des écoles. Donc 34% quand même, ça reste une belle économie à faire, hein, ça reste un beau défi. Donc pour ça, on réalise une optimisation de la production via du zoning. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez votre école, on sait que les écoles, toutes les classes ne sont pas toujours utilisées au cours d'une journée ou au cours d'une période. On sait très bien que pendant les vacances, des fois, il y a surtout sur des maternelles, il y a du centre de loisirs, mais le centre de loisirs n'est pas présent dans toutes les classes de l'école. Donc, on va faire ce qu'on appelle du zoning, c'est qu'on va venir chauffer un bâtiment avec seulement les pièces qui seront utilisées. Donc, pour ça, on peut voir à travers le schéma que j'ai fait derrière. Donc, on voit deux photos d'une chaufferie avec deux chaudières. Notre automate de marque Train, donc qui dispose de toute l'intelligence de la chaufferie, de tout le programme qu'on a injecté dedans. Et à travers cet automate, on va après piloter dans l'école, du coup, ce qu'on appelle des têtes thermostatiques qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer les radiateurs. Donc, on peut voir que du coup, là, on va utiliser un protocole de communication entre notre automate et ce qu'on appelle la centrale Z2. Donc, du coup, entre ces deux équipements, on va communiquer des consignes, on va reprendre des informations. Et après, du coup, ces informations qu'on reprend peuvent aussi, du coup, influer la production, donc en chaufferie directement. C'est-à-dire si on voit que sur une zone définie, la température est trop élevée par rapport à notre consigne cible, eh ben, nous, on va venir optimiser, du coup, la température des radiateurs pour atteindre cette cible et de ne pas surconsommer. Donc, pour ça, on utilise donc ça, c'est vraiment c'était un beau projet que j'ai réalisé. Et du coup, il y a énormément de choses, hein. Là, c'était pas juste faire un petit programme et le charger dans l'automate. Il y avait aussi tout le paramétrage de la centrale de la solution qu'on appelle Thermozycluse. Donc, Thermozycluse, hein, c'est une marque. Donc, j'ai dû poser toutes les têtes, poser toutes les sondes d'ambiance. Et là, on voit l'impact de notre métier, c'est qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est que donc ça, on l'a réalisé en 2020, là on est en 2022. On voit que du coup, tout ce qu'on a mis en place, ça paye et il y a des, il y a de la performance énergétique derrière. On peut passer à l'autre projet, slide d'après. Donc là, c'est une piscine, c'est aussi parlant. Donc c'est une piscine, la piscine des Mignots à Poissy. Donc là, on a une grosse gestion à faire, hein. On a quatre chaudières pour chauffer deux bassins. On a la gestion du chauffage de la piscine, le pilotage d'une centrale de traitement d'air. Donc, on peut voir sur la troisième photo ce qu'est une centrale de traitement d'air, hein. Ça permet du coup de souffler de l'air dans le bâtiment pour le renouveler ou pour le chauffer. Dans le cas d'une piscine, on a un taux d'hygrométrie qui est très élevé, donc il faut réduire ce taux d'hygrométrie. Donc là, c'est l'utilité de cette CTA. Et aussi, du coup, sur une piscine, le chlore et le pH sont deux informations primordiales à vérifier, hein, pour des raisons sanitaires. Donc sur ce projet, j'ai réalisé, comme on a vu sur les différentes étapes, hein, de la visite jusqu'à la réalisation des travaux. Là, c'était un fonctionnement assez particulier sur la régulation, c'est qu'on a quand même quatre chaudières, donc c'est pas juste on enclenche une chaudière ou deux chaudières, c'est un fonctionnement qui est assez défini. Donc ça a été des réunions qu'on a dû faire avec le service travaux, leur demander leurs attentes selon eux, parce que eux, ils connaissent pas extrêmement bien la partie hydraulique. Donc forcément, on s'appuie sur eux. Ils nous ont donné des directives et nous, derrière, on a réalisé un programme pour la gestion de toute la piscine.
Donc l'intérêt d'avoir un seul automate, c'est de centraliser toutes les informations. Donc tout ce qui est taux de chlore et de pH, si jamais les seuils ne sont pas bons, il y a des alarmes qui sont créées derrière, qui sont envoyées aux techniciens référents du site. On peut voir sur les captures d'écran ce qu'on appelle une supervision. Donc ça permet le pilotage de l'installation à distance, en fait, il correspond à ça. C'est qu'à distance, on peut piloter et surveiller l'état de l'installation. Donc les températures, si notre bassin il a la bonne température, si on a des chaudières en défaut, si du coup le taux de chlore ou de pH sont complètement à la dérive et qu'il y a un risque sanitaire derrière, tout ça, ça nous permet de tout surveiller et d'être réactif. Donc ça, c'est possible via la mise en place d'une communication 4G avec la supervision. Donc l'automate remonte toutes ces informations sur une supervision et on peut accéder aux informations n'importe où dès lors qu'on a une connexion Internet. Et du coup, c'est cette mise en place de la communication 4G qui derrière va pouvoir mettre en place la gestion des données, l'analyse des données, voir si au niveau des consignes, elles sont bien réglées, si on n'a pas de surconsommation sur le site, si on peut optimiser. Parce que sur une piscine, la consommation en gaz, elle est quand même très élevée. Donc, la moindre économie est bonne à prendre. Bon, maintenant, je vais faire une conclusion du coup sur le rôle d'un automaticien. Donc, comme vous avez pu le comprendre, l'automaticien apporte des solutions concrètes et durables pour répondre à des enjeux économiques, énergétiques et environnementaux de ses clients. Du coup, par conséquent, on est acteur de la transition énergétique. Et on a un réel rôle sur un projet, c'est que s'il y a des idées, si on veut réaliser un CPE, c'est quand même nous qu'allons le mettre en place sur place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire l'étude, ils vont nous donner des directives sur un fonctionnement, mais derrière, nous, on a un autre automate et on pilote toute l'installation. Donc on est vraiment, enfin, sans l'automaticien, si aujourd'hui il n'y avait pas d'automaticien, on avait par exemple que des ingénieurs, il n'y avait personne sur le terrain, on ne pourrait pas faire de performance énergétique. Donc on fait partie hein, du maillon de toute cette chaîne et on sent notre importance. On est aussi référent technique sur le pilotage des installations, c'est-à-dire que nous, on vient le mettre en place normalement, on vient par exemple une journée mettre en service et après on ne revient plus. C'est-à-dire que notre programme est dans l'automate, on a fait notre boulot et après c'est des gens, du coup, des techniciens qu'on appelle d'exploitation qui vont utiliser notre programme et réaliser la performance. Et du coup, on est aussi référent technique sur ce projet-là c'est que nous, vu qu'on est automaticien et qu'on programme, on peut dire, ah non, là, ce que vous voulez faire, en termes de programmation, c'est pas réalisable ou il y a un meilleur moyen de le faire. C'est que maintenant, sur un projet ou même sur des techniciens qui vont m'appeler, qui vont me poser des questions, on me dire, ah, on comprend pas ce qu'on a là-bas, et qu'est-ce que tu peux faire? Et on sent, enfin, on a vraiment un réel impact, hein. Moi, je vous dis, je suis arrivé en 2020 pour un stage. Maintenant, au bout de 2 ans, j'ai atteint un niveau technique que je pensais jamais que j'allais arriver à faire ça. Et c'est qu'en fait, on peut toujours aller plus loin sur ce qu'on fait. Si on a soif d'apprendre et d'autonomie, encore, j'ai pas encore tout vu, hein. Moi, j'ai vu principalement sur du chauffage. J'ai vu que très peu la production de froid, mais notre métier, il est en train de changer, il est en train d'évoluer. Je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, je ferai sûrement pas la même chose. Ou du coup, on pilotera d'autres installations. Mais dans tous les cas, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, l'automaticien aura toujours un rôle et on est vraiment en demande d'automaticien. C'est un métier, j'ai l'impression, il n'est pas forcément mis en avant dans les cursus scolaires. Maintenant, on tend beaucoup sur des bac+5, mais avec un simple bac+3, on peut vraiment être acteur d'une transition énergétique et avoir un métier très utile au quotidien et s'épanouir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Julien. On se rend compte, en effet, que l'automaticien a un rôle très important dans la chaîne de valeur des économies d'énergie dans les bâtiments. On a beau mettre des équipements très performants, hein, si on n'a pas l'automaticien à la fin qui vient permettre le pilotage optimal sur le fonctionnement, bah ça ne fonctionne pas. Donc, comme vous l'avez dit, hein, vous venez mettre la cerise sur le gâteau, mais sans la cerise, le gâteau risque de ne pas avoir beaucoup de goût. Ouais, c'est ça. Donc, Pour donc info, c'est un-
J'ai déjà eu des projets sur des CTA pour faire de la régulation, pression et tout, et on a eu des idées en tête, on les a soumises, donc on a soumis nos analyses à l'automaticien qui nous a dit que c'était pas possible. Et quand c'est pas possible, bah c'est pas possible. Donc l'idée qu'on a en tête, elle est pas mise en place. Donc c'est vrai que le rôle de l'automatisation, il est primordial dans le pilotage de la performance énergétique aujourd'hui, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un métier qui recrute, fortement, comme vous l'avez dit, qui est pas forcément, mis en avant et qui est en tension, hein. Nous, on réalise des enquêtes au sein de la FEDEN et il nous manque énormément, d'automaticiens, donc on a besoin de ces intégrateurs de performance énergétique. Donc je propose qu'on passe à présent aux questions-réponses. Vous pouvez écrire dans le chat ou alors, prendre la parole. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a quelques professeurs qui sont connectés. Alors, Sirassi, bonjour, il y a une question. Je suis en train d'écrire. Suspense. N'hésitez pas si vous souhaitez à prendre la parole au micro également. Alors Sirassi qui nous explique qu'il a effectué un BTS CRSA et dans cette formation, il a pu effectuer des programmations d'automates. Du coup, la question, c'est est-ce que vous proposez des formations, dans vos entreprises? Là, j'ai l'impression que c'est plus un profil automaticien. S'il a fait un BTS CRSA, il peut très bien trouver une entreprise pour faire une licence professionnelle SARI en alternance. Et après, je ne sais pas si les entreprises proposent des formations en interne sans passer forcément par des écoles. Mais le mieux, si tu as fait un BTS CRSA, ce serait peut-être du coup de faire un an en licence professionnelle. Bon, après, du coup, je sais pas où tu habites, hein. Moi, je l'ai fait à l'IUT de Cachan. Et là, du coup, tu trouverais une alternance et le cursus irait très très bien pour travailler dans la CVC, hein. Et Bertrand, par exemple, côté Dalkia, est-ce que vous proposez des formations en interne ou en externe, une fois que vous avez, recruté des jeunes professionnels? De toute façon, dans toutes les sociétés, effectivement, il y a des cursus. Enfin, déjà, il y a l'alternance et il y a des programmes après de formation continue, hein, qui sont inclus dans la professionnalisation des salariés.
Donc oui, enfin la montée en compétences, hein, si le sujet va être organisé, hein, pour tel ou tel sujet. Donc la réponse est oui, hein, et je pense que c'est la même chose, dans les grands groupes, qui sont représentés ici. Oui, c'est-à-dire que dans les jeunes professionnels sont pas lâchés dans la fosse aux Exactement, lions ouais, avec des exactement. équipements, parfois difficiles. Il y a un parcours d'intégration où on accompagne la montée en compétences, sur les différentes, technologies. Alors nous avons Zarkos qui nous dit qu'en CRSA, nous les formons à l'automatisme industriel. L'approche bâtiment efficacité énergétique n'est pas abordée, mais ouvre bien des perspectives. Donc ça confirme ce qui a été dit, tout à l'heure. Très bien, je vois pas d'autres, questions. Donc merci à tous, merci aux intervenants. On pourra envoyer la présentation, le webinaire que vous pourrez, circulariser à vos collègues ou alors aux étudiants et n'hésitez pas à nous contacter, si besoin et on est tout à fait, prêt à recevoir, vos CV. Donc je vous mets, l'adresse email pour nous contacter. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.